Bonjour, comme chaque année, suite à la préparation que vous avez suivie à l'ISP, la préparation au concours de lieutenant pénitentiaire, nous souhaitions revenir sur l'épreuve de culture générale. Vous avez eu comme sujet le populisme. Pas surprenant, et l'ensemble des cours que vous avez eu à l'ISP ne vous ont pas surpris, évidemment. Je souhaitais juste vous proposer un rapide corrigé dans le sens de la méthode que nous avons étudiée ensemble. Tout d'abord, quelle est la problématique? La problématique, vous le savez, on est finalement dans le cas d'un problème nouveau, d'une question nouvelle. Donc la problématique, a priori, est de l'ordre du « est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité pour le vivre ensemble, la société, notre modèle démocratique, etc. » Ça vaut pour tous les sujets modernes, que ce soit Internet, la mondialisation, le communautarisme ou autre. Là, c'est le populisme. Et bien entendu, donc, la problématique évidente va être sur le point de savoir ce que le populisme représente pour notre démocratie. Est-ce un danger? Est-ce une nouvelle forme, finalement? Est-ce très grave? Etc. etc. C'est autour de ça que va se jouer la problématique, puisqu'il s'agit d'un phénomène relativement nouveau. Vous le savez, vous êtes entraîné à l'ISP. Ensuite, il faut que la question problématique soit bien sûr, je me répète, une énième fois notre méthode, une question par oui ou par non. Donc si ma question c'est, est-ce que, si je serais tenté d'avoir pour problématique, est-ce que le populisme est un défi pour notre démocratie? La réponse évidente est oui. Donc ce n'est pas assez problématique. Il y a d'ailleurs un livre de Laurent Cohen-Tanuji qui vient de sortir qui s'appelle « Le populisme à l'épreuve de la démocratie ». Bien entendu que c'est un défi, une épreuve pour nos démocraties, dans la conception que doit en avoir bien sûr un futur fonctionnaire, c'est-à-dire dans la ligne du parti. Si je demande à l'inverse, est-ce que le populisme sonne le glas de la démocratie? C'est sans doute excessif. On ne peut pas penser, quand on va être fonctionnaire, que nos démocraties sont en train de mourir, que c'est quasiment fini. La réponse est non. Donc ce n'est pas une question problématique, puisque la réponse de manière assez évidente est non. Si je demande, est-ce que le populisme est une nouvelle forme de nos démocraties? Là, à l'inverse, ce n'est pas trop catastrophiste, c'est plutôt trop complaisant pour le populisme. Ça laisse entendre que c'est juste une évolution, une nouvelle version de nos démocraties. Ça n'insiste pas sur la difficulté qui est posée par le populisme. Donc la réponse est non, là aussi. Et ça n'est pas une question problématique. Poser une question problématique, c'est trouver une question pour laquelle il y a du oui et il y a du non. On hésite à répondre simplement ou franchement oui, ou simplement ou franchement non. C'est cela une question problématique. Et je vous propose, par exemple, une question du style, donc tout se joue sur les mots. Le populisme est-il incompatible avec nos démocraties? Par certains côtés, on voit bien qu'il y a un problème, qu'il y a une dérive, que c'est pas bon. Donc si on en vient à l'essence de nos démocraties, ça va peut-être pas. Mais d'un autre côté, on peut donc plutôt oui. Mais d'un autre côté, on voit bien aussi que les États-Unis sont encore une démocratie, l'Italie encore une démocratie, etc. Donc on ne peut pas dire non plus non. Voilà. Donc là, on est bon. Ou alors le populisme remet-il fondamentalement en cause nos démocraties? Là aussi, il y a un peu de oui, il y a un peu de non. C'est donc ce genre de problématique qu'il va falloir poser. L'introduction, c'est assez facile. On reprendra la définition du Conseil de l'Europe, qui est celle du populisme, à savoir un mouvement politique qui revendique à lui seul la représentation du peuple, qui considère qu'il est le seul mouvement à parler au nom du peuple, à l'expression des autres. Et puis, dans le reste de l'introduction, notamment la partie définition, étymologie, historique, finalement, il y a la confrontation entre deux choses, le populus romain et le démos athénien, de la démocratie. Le populus de populisme et le démos de démocratie. Le démos, c'est l'ensemble des citoyens, sans distinction de ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gouvernés. Le populus, à l'inverse, c'est le peuple de Rome qui
est l'une des instances qui est souveraine à Rome, à côté du Sénat, c'est-à-dire de ceux qui gouvernent en fait, à côté des dignitaires. Le Sénat et le peuple romain. Donc le populus, c'est le peuple, à l'exception des dirigeants, justement. Et il a d'ailleurs un porte-parole qui est le tribun de la plèbe. C'est sans doute la fonction que cherchent à revendiquer les populistes aujourd'hui. Le problème, c'est que nous ne sommes pas dans un régime mixte avec deux sources de la souveraineté, comme à Rome, le peuple et le Sénat romain. Nous sommes dans un régime démocratique, où il y a une seule source de souveraineté. C'est-à-dire que celui qui prétend incarner le peuple, en fait, exclut tous les autres. Voilà. D'où le problème du démos et du populus, du populisme et de la démocratie et de leur articulation. Voilà ce qu'on pouvait rappeler pour faire chic en introduction, mais ce qui compte surtout, c'est notre problématique. Ensuite, comme vous avez eu l'habitude à l'ISP, une fois qu'on a posé une question à laquelle on répond par oui ou par non, eh bien on n'a qu'à dérouler en grand 1 les éléments pour le oui en A, les éléments pour le non en 1B, ou les éléments pour le non en A, les éléments pour le oui en 1B. Peu importe. Le thèse-antithèse sera posé en grand 1. C'est bien ce que l'on va faire en disant par exemple que grand 1A, le populisme ne paraît pas incompatible avec la démocratie. Le populisme ne paraît pas complètement incompatible avec la démocratie dans la mesure où c'est au sein des démocraties qu'il est apparu. Voilà. Si vous aimez les titres courts, le populisme, une actualité de nos démocraties. Voilà. La thèse du 1A sera donc de dire, on ne peut pas dire que c'est incompatible avec la démocratie, puisque c'est précisément dans les démocraties que le populisme apparaît. Et dans les démocraties, même les plus avancées. On peut qualifier sous le vocable de populisme, sans doute, Donald Trump, le gouvernement, donc M. Salvini, à la fois de la Ligue et du Parti 5 étoiles en Italie, mais aussi le gouvernement de M. Orban en Hongrie, le gouvernement polonais du PiS, issu des élections de 2015, le gouvernement slovaque, et on peut considérer comme une victoire électorale importante du populisme le référendum sur le Brexit. Donc on a quand même, et la victoire de M. Bolsonaro au Brésil. Donc on va rappeler simplement que le populisme est une actualité de la plupart, de beaucoup de nos démocraties aujourd'hui. Dans certains cas, il l'a emporté, et dans d'autres cas, il obtient des résultats importants. Il y a une poussée des mouvements populistes, que ce soit en France, que ce soit même en Allemagne, avec l'AfD, en Belgique, jusqu'à il y a quelques mois, le Parti nationaliste flamand était membre de la coalition gouvernementale, etc., etc., etc. Donc des populismes plutôt nationalistes de droite ou plutôt de gauche, Podemos, Syriza, contre Front National et autres, mais globalement, l'ensemble des démocraties semble aujourd'hui affecté par le phénomène populiste. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien entre populisme et démocratie. Premier élément du grand 1A. Et le deuxième élément, c'est peut-être de dire que même lorsqu'il y a victoire électorale, le populisme s'inscrit dans le processus démocratique. Non seulement ça apparaît au sein des démocraties les plus avancées, première idée, on l'a vu, mais aussi ce sont des mouvements qui s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement électoral. Les partis populistes se présentent aux élections et lorsqu'ils arrivent au pouvoir, c'est par la voie de l'élection. Et une fois arrivé au pouvoir, on ne peut pas dire qu'il y a eu des remises en cause des principes démocratiques, ou en tout cas des choses qui permettent aujourd'hui de qualifier les pays en question comme n'étant plus des démocraties. Voilà. Donc, visiblement, il y a une certaine compatibilité entre les mouvements populistes et nos démocraties. 1B, néanmoins, dans l'esprit, il y a de nombreuses divergences entre le discours populiste et les principes démocratiques, l'idéal démocratique, l'éthique démocratique. La plupart, bon, vous connaissez les cours que nous avons eus ensemble, mais globalement sont sur l'idée que la démocratie suppose d'abord le pluralisme, c'est-à-dire le respect de la tolérance, le fait de considérer que même ceux qui ont des opinions différentes de nous portent leur conception de l'intérêt général, du bien commun, du bien du peuple, qui est recevable.
au même titre que la nôtre. Or, le populisme revendique l'exclusivité de la représentation du peuple, c'est-à-dire de la poursuite de l'intérêt du peuple, considère que les autres mouvements ne sont pas dignes finalement de cette représentation. Ça rend évidemment le débat démocratique, la délibération, beaucoup plus difficile. Cette délibération devait reposer sur le respect des opinions des autres et sur des arguments rationnels. Or, dès lors qu'on considère que les autres sont surtout les représentants d'intérêts illégitimes, le débat va plus être un débat d'accusation, de polémique, qu'un débat simplement sur des arguments rationnels. On ne va pas admettre comme potentiellement utiles au bien de la cité les arguments de ses opposants politiques. Donc le débat, généralement animé par les populistes auxquels ils participent, se fait plutôt en termes d'accusation, de polémique, de rejet de ses adversaires. Donc la délibération démocratique est quand même très fortement appauvrie et sans exclusivité, sans exclusive d'ailleurs, les mouvements populistes ont des discours de ce type. Le débat démocratique, on vient de le dire, doit être un débat rationnel entre les responsables politiques, entre les candidats aux élections, mais aussi au sein de la société. La délibération démocratique, c'est idéalement une délibération rationnelle sur l'intérêt général, visant à dégager le bien commun, l'intérêt général. Or, force est de constater que dans le prolongement de ce qu'on vient de dire, les thèses aussi des partis populistes font souvent référence à l'affectif, aux sentiments, aux émotions. On surfe sur des faits divers, sur des scandales, sur des images chocs, etc. On joue plus sur l'émotion que sur la raison. Là aussi, on s'éloigne de l'idéal démocratique. Donc voilà tout un tas, finalement, de considérations qui éloigne quand même le discours, la posture populiste de l'idéal citoyen et démocratique, l'idéal qui devrait animer nos démocraties. Voilà, donc 1B. Parfois même, d'ailleurs, donc on peut garder ça pour le 1B, on peut le mettre un peu où on veut, mais il y a un certain nombre de risques directs pour les contre-pouvoirs et les corps intermédiaires, donc pour l'équilibre des pouvoirs, la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire le régime un des risques les plus directs du régime du discours populiste, c'est de vouloir représenter à lui seul et donc directement le peuple au mépris notamment des contre-pouvoirs ou des institutions traditionnelles qui étaient là pour tempérer le pouvoir exécutif, le pouvoir politique. Et donc, il y a un risque de rupture de l'équilibre des pouvoirs, un risque que l'on s'attaque aux contre-pouvoirs. Or, on sait que la séparation, l'équilibre des pouvoirs sont des conditions de bon fonctionnement de la démocratie et même un des éléments de définition des démocraties. On peut prendre pour exemple la façon dont le pouvoir polonais, le régime polonais s'attaque depuis 2015 à la Cour constitutionnelle qu'il a réformée en sa faveur et à la presse avec une loi sur les médias qui marque une reprise en main par l'État des grands médias, des nominations dans les grands médias. De même, M. Bolsonaro, le nouveau président brésilien, annonce aujourd'hui une loi sur la presse afin de s'attaquer aux fake news puisque la presse ne dit pas toujours la vérité, elle désinforme le peuple, il faut un meilleur encadrement, un meilleur contrôle par les autorités publiques. On peut craindre le pire. Donc voilà, il y a cette tentation de limiter l'effet des contre-pouvoirs nationaux ou, ça c'est mauvais directement pour la démocratie, voilà, et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre un peu partout, cet élément-là, mais il faut le mettre. Ensuite, le grand 2. Le grand 2, de surcroît, le populisme présente des risques peut-être encore plus graves qu'il mérite, qu'il convient d'endiguer. Alors les risques encore plus graves pour le 2A, vous savez que le 2A c'est souvent l'annexe du 1B, quand on n'a rien d'autre à dire, qui montre jusqu'où pourraient aller les risques ou quels pourraient être les défis les plus fondamentaux, les plus graves, les plus structurels. S'agissant du populisme, en plus de ce qu'on a dit en 1B, je crois qu'on peut d'abord évoquer les risques. Il y a deux choses qui compliquent les choses ou qui les aggravent, une qui les complique et une qui les aggrave. Vous savez que c'est ça le 1B, c'est des complications, des aggravations. D'abord, une qui complique, c'est le fait que le populisme a une particularité, c'est qu'il se présente et il est perçu par de larges pans de l'opinion comme une restauration de la démocratie, comme un progrès de la démocratie, voilà, et non pas comme un adversaire de la démocratie. Donc difficile de sensibiliser au danger que représente le populisme pour la démocratie si lui-même il se présente et il est perçu comme l'essence de la démocratie.
Voilà, ça c'est assez compliqué. La démocratie a déjà eu de nombreux adversaires, les monarchies, sous toutes leurs formes, royale, impériale, le régime censitaire, donc de type aristocratique, évidemment les régimes autoritaires de type fasciste, nationaliste d'extrême droite, de type communiste, mais c'était les adversaires déclarés de notre système démocratique. Le populisme prétend être la pleine réalisation de nos démocraties. Et c'est bien là qu'est la difficulté, c'est que le succès des mouvements populistes traduit cette crise de la représentation qui veut que nos citoyens se disent « voilà enfin des mouvements qui vont réaliser vraiment le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple ». Donc ça complique évidemment la donne. Et la deuxième chose concerne des risques internationaux. C'est-à-dire que le populisme, bien sûr, affaiblit la démocratie et la contredit au plan national, et donc sans doute la paix civile, mais en tendant les relations à l'intérieur de la société, mais il peut aussi en être de même au niveau international. Depuis 1945, suite aux expériences de la Seconde Guerre mondiale, se sont développés un certain nombre de contre-pouvoirs internationaux à travers des cours européennes défendant les droits fondamentaux, la CEDH, la CPI, des organisations multilatérales aussi, limitant finalement le libre arbitre des États individuellement et organisant une espèce de communauté internationale, de société des nations, pourrait-on dire, par le dialogue, par la paix. C'est conforme à l'essence des démocraties qui, au plan interne, fonctionnent par la délibération, la rationalité, le compromis, en vue de préserver la paix. Au niveau interne, c'est assez dans la continuité du projet démocratique, comme le dit Jürgen Habermas, que de vouloir avoir appliqué ça aussi au plan des relations internationales. Donc c'est l'ONU, c'est les organisations régionales, au premier rang desquelles évidemment l'Union européenne, mais c'est aussi l'OMC pour éviter les guerres commerciales qui ont fait beaucoup de mal dans l'entre-deux-guerres. C'est voilà, un certain nombre d'organisations, le G20, le G8, etc. Or, il apparaît clairement que les populistes s'attaquent aussi directement à ces organisations internationales qui, bon an, mal an, ont quand même garanti la paix entre les démocraties depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on voit M. Trump violer les règles de l'OMC par son protectionnisme unilatéral et empêcher le bon fonctionnement de l'OMC en bloquant le renouvellement des juges de l'OMC, des membres du panel de l'organe des règlements des différends. On voit en Europe tous les partis populistes de tout poil s'en prendre directement à l'Union européenne avec un discours souverainiste, nationaliste, ou en tout cas à l'intégration européenne, ou plus encore à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a un risque finalement de délitement de ce qui avait été construit au niveau des structures de dialogue de la communauté internationale, avec un risque peut-être de tension internationale beaucoup plus forte, beaucoup plus directe et de tension ouverte. On voit bien par exemple comment les États-Unis actuels veulent jouer le rapport de force directement plutôt que de passer par des accords internationaux. On l'a vu par exemple lorsqu'ils ont dénoncé l'accord sur le nucléaire iranien. Mais tout ça, ça nous rappelle l'importance de lire la presse. Donc un 1B, un 2A quand même compliqué et inquiétant, plus encore que le 1B. Et puis le 2A, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il faut sans doute répondre à la crise de la représentation, avec la suppression du cumul des mandats, c'est déjà fait, peut-être la fin de l'accumulation des mandats, plus de démocratie participative, le rôle du Conseil économique, social et environnemental qui est évidemment en débat, éventuellement plus de consultations, le débat sur le référendum d'initiative citoyenne est là, c'est juste un débat, enfin voilà. Répondre à la crise de la représentation aussi par la décentralisation, la création de métropoles, tout ce qu'on sait déjà qui permet d'améliorer notre fonctionnement démocratique, la transparence de la vie politique pour restaurer la confiance dans les dirigeants, etc., pour répondre à la crise de la représentation, sans doute aussi rénover ou démocratiser davantage les organisations internationales. On l'a déjà fait, du G8 on est passé au G20 pour assurer une plus grande représentation des intérêts de la planète. L'Union européenne s'est démocratisée par la montée en puissance du Parlement européen en tant qu'institution. Il y a sans doute beaucoup à faire aussi de ce point de vue. Et puis rappeler peut-être aux citoyens les vertus qui sont celles de la citoyenneté, du débat, de la délibération démocratique et montrer en quoi l'idéal finalement
démocratie est assez différent de ces promesses ou de ces, qui sont celles des mouvements populistes ou des discours qui reposent beaucoup sur l'émotion, sur l'exclusion, sur l'affrontement entre des parties de la nation, plutôt que sur la recherche rationnelle d'un intérêt général. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le populisme. Rien de bien nouveau, un beau sujet et un sujet d'actualité, bien sûr. Voilà, à bientôt.